bonjour. Enregistres-tu? Oui, tu enregistres, c'est magnifique. Et dans la deuxième... Ah, on est reparti. Oh, c'est dur, hein. Il est 16h45, hein, c'est l'heure du goûter, hein. Bon, zut, elle était très bien. Allez. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'endométriose en 7 questions. Je vais tout vous dire sur cette maladie qui touche une femme sur 10 en âge d'avoir des enfants, même si le diagnostic posé tardivement chez beaucoup de femmes laisse à penser que ces chiffres pourraient être encore plus importants. J'ai choisi de traiter cette vidéo en 2 parties, parce que c'est un vaste sujet. Dans la première partie, on va s'intéresser à qu'est-ce que l'endométriose, quels en sont les symptômes, pourquoi est-ce qu'elle fait si mal. On va aussi parler de comment on pose le diagnostic et de ce que la maladie provoque dans le corps de la femme. Et dans la deuxième partie, on évoquera les causes de l'endométriose, même si il reste encore beaucoup d'inconnus sur le sujet aujourd'hui, et on terminera par les traitements qui sont à notre disposition à l'heure actuelle. Alors vous êtes prêts à tout savoir sur l'endométriose? C'est parti! L'endométriose est une pathologie dans laquelle les cellules de la muqueuse utérine, qu'on appelle l'endomètre, vont migrer à l'extérieur de l'utérus. On va prendre un petit schéma. Je me pousse. Voilà, ici c'est l'endomètre, c'est ce tissu qui va s'épaissir au cours du cycle et saigner et se détacher au moment des règles. C'est aussi ici, si il y a fécondation entre un petit spermatozoïde et un ovule, que va s'implanter le futur embryon. Et du coup, ces petites cellules utérines, elles vont où? Eh bien, c'est très variable d'une femme à l'autre. Elles vont pouvoir poser leur valise proche de la cavité utérine, dans les trompes, sur les ovaires, mais aussi sur ce qui entoure l'utérus, comme le système digestif, la vessie ou encore le péritoine. Le péritoine, pour faire simple, c'est le grand sac qui enveloppe la majorité des organes qui sont situés dans notre ventre. C'est ce qu'on appelle un fascia, un tissu d'enveloppement. D'ailleurs, petit aparté concernant les fascias, mais en ostéopathie, c'est une notion très importante parce que c'est un peu ce qui relie tout à tout. Et c'est la transmission des tensions par le biais des fascias qui va expliquer qu'on retrouve souvent des douleurs ailleurs qu'à l'endroit de l'inflammation première et donc, dans le cas de l'endométriose, ailleurs qu'aux endroits précis des lésions. Voilà, je referme la parenthèse, mais vous verrez qu'on va parler assez souvent des fascias. Revenons à nos petites cellules baladeuses qui peuvent remonter jusqu'aux poumons, voire jusqu'au cerveau dans de rares cas. Mais le problème, c'est que ces petites cellules de l'utérus, même en dehors de lui, elles vont continuer à se comporter comme si elles y habitaient toujours. Et comme elles répondent aux hormones, et bien chaque mois, elles vont s'épaissir, saigner et se détacher. Sauf que cette fois, le sang ne peut pas s'échapper, vu qu'il n'y a pas d'orifice de sortie comme dans l'utérus. Et donc il va se retrouver piégé dans la cavité abdominale, irriter les organes environnants, générer une inflammation et donc des douleurs. Le symptôme numéro 1 de la douleur, oui non, le symptôme numéro 1 de l'endométriose, c'est la douleur, surtout au moment des règles et souvent dans le bas-ventre. C'est une douleur bien plus importante que celle d'une femme normale et c'est souvent elle qui amène la jeune femme à consulter. Mais une femme atteinte d'endométriose peut aussi présenter des douleurs en dehors des règles, de fortes crampes, une fatigue importante, des douleurs de dos, car l'utérus est relié aux structures qui l'entourent par des ligaments qui vont pouvoir transmettre les tensions, notamment sur les lombaires. On retrouve aussi un ventre gonflé à cause de l'inflammation du système gynécologique qui va se communiquer au système digestif et qui, surtout pendant les règles, va pouvoir générer de fortes perturbations comme de la constipation, de la diarrhée ou encore des ballonnements. Il est aussi possible d'avoir des douleurs au moment de la miction ou encore des selles, des saignements abondants pendant les règles ou bien en dehors, et enfin des douleurs pendant les rapports sexuels ou encore après. Comme vous le voyez, l'endométriose a de nombreuses facettes et c'est vraiment pour ça que c'est une femme, une endométriose. Et c'est aussi pour cette raison que le diagnostic peut être si compliqué à poser. D'ailleurs, je précise que lorsqu'on vient d'être réglé, on a naturellement plus de douleurs qu'une femme qui est réglée déjà depuis plusieurs années. On dit qu'il faut environ 100 cycles pour que le cycle d'une femme soit mature, donc environ 7-8 ans. C'est pour ça qu'il faudra être très à l'écoute en tant que parent. Si la jeune fille est incapable de mener une vie normale pendant ses règles, si elle vomit ou qu'elle s'évanouit de douleur, ou encore si les douleurs ne passent pas, même avec des antalgiques de palier 1 comme le paracétamol ou l'ibuprofène, alors il sera utile et intéressant de consulter un spécialiste.
Le diagnostic s'effectue par un examen gynécologique et une échographie pelvienne ou bien une IRM si la jeune fille est encore vierge. Cependant, il est très important que les examens soient réalisés par un médecin ou un radiologue spécialisé car les lésions ne sont pas toujours faciles à identifier. Pendant un temps, on a beaucoup pratiqué les célioscopies à visée diagnostique. C'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter de faire. Car non seulement on va contribuer à répandre les cellules endométriosiques et donc à créer des nouvelles lésions, mais en plus la chirurgie va générer de nouvelles adhérences. Les adhérences, c'est une sorte de point de colle. C'est comme une cicatrice à l'intérieur du corps. On a tous déjà vu une cicatrice. Au milieu, on va dire que la peau ne bouge plus beaucoup. Et puis sur le pourtour, on voit qu'il y a des petits plis, que la peau est comme étirée. Ça va faire pareil, mais à l'intérieur du ventre. Et comme les saignements des cellules disséminées dans le ventre dont on a parlé tout à l'heure vont déjà contribuer à générer des adhérences, c'est vraiment complètement inutile d'en rajouter une couche simplement pour effectuer un diagnostic. Donc retrouvons nos petites cellules endométriales en dehors de l'utérus qui, je le rappelle, vont saigner chaque mois, irriter les structures environnantes, générer de l'inflammation et donc des douleurs. Déjà que la période des règles pour une femme, c'est franchement pas un moment sympa, mais alors imaginez que ce soit plus seulement dans l'utérus que ça se passe, mais dans tout le ventre. Après, il faut savoir que les douleurs ne sont pas forcément proportionnelles au degré de gravité de l'endométriose. Il peut y avoir des lésions qui, même superficielles, vont générer beaucoup de douleurs et à l'inverse, des lésions profondes qui vont passer totalement inaperçues. Ce qui fait mal, ce ne sont pas uniquement les lésions elles-mêmes. En effet, on retrouve également des contractions anarchiques du muscle utérin qui, en temps normal, se contractent au moment des règles pour permettre l'évacuation de l'endomètre. Donc il faut imaginer ces douleurs-là décuplées, voire centuplées chez une femme atteinte d'endométriose. De plus, comme l'utérus et les ovaires sont dans un état important d'inflammation, tout ce qui va être autour d'eux et générer une pression sur eux, comme par exemple les muscles qu'on appelle les psoas qui passent en arrière du système gynéco ou encore le système digestif. Par exemple, si on a de l'air dans le système digestif, ça va augmenter le diamètre du côlon qui va du coup venir pousser sur le système gynéco et comme il est déjà pas très en forme, le système gynéco, ça va pas beaucoup lui plaire. On a aussi parlé tout à l'heure de la transmission des tensions via les fascias. Et bien par leur intermédiaire, les contractures peuvent atteindre le périnée, qui est le plancher musculaire qui ferme le bassin en bas, les muscles psoas dont je viens de vous parler, le dos, etc. D'ailleurs, comme le fascia s'adapte en fonction des contraintes qu'il reçoit, si les contraintes sont trop prolongées, il va pouvoir changer sa structure, se densifier et même parfois aller jusqu'à la fibrose ou la calcification. Et oui, tout est lié. Je pense que s'il y a vraiment une règle à retenir dans le corps humain, c'est celle-là et je pense que c'est pas la dernière fois que je vous en parle. Le dernier point, c'est que la douleur, ça s'apprend. Plus elle est ancienne, plus elle est ancrée dans la mémoire. Et oui, parce que notre cerveau fonctionne par des circuits neuronaux qui va plus ou moins développer en fonction de si vous activez beaucoup le circuit ou pas. Donc si depuis très jeune, vous êtes soumise à des douleurs importantes et régulières, eh bien elles vont devenir de plus en plus fortes avec le temps et elles vont même pouvoir devenir chroniques. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'un diagnostic rapide est primordial. Et du coup, c'est important de comprendre qu'une femme qui souffre d'endométriose, c'est pas une chochotte, c'est pas une comédienne, c'est juste une femme qui souffre beaucoup, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Il y a plusieurs complications liées à l'endométriose. La première dont on va parler, c'est l'infertilité. Il y a deux raisons à cela. D'une part, les cellules endométriosiques peuvent venir se loger dans les trompes. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité de rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Mais il y a aussi des études qui ont été faites sur le tissu utérin qui ont avancé l'hypothèse que l'endomètre d'une femme qui souffre d'endométriose est moins propice à l'implantation d'un embryon. Et pourquoi est-ce que je place l'infertilité dans les complications de l'endométriose plutôt que dans les symptômes, tout simplement? Parce qu'à mon sens, c'est devenu une généralisation totalement abusive. Aujourd'hui, on dirait que quand on annonce à une femme qu'elle souffre d'endométriose, on lui annonce qu'elle est stérile. Alors que pas du tout. Si on en croit les chiffres, l'infertilité concerne 30% des femmes atteintes. Alors certes, c'est pas anodin, mais c'est pas du tout la majorité. De plus, en tenant ce discours, on met un poids énorme sur le dos des femmes. On connaît aujourd'hui l'influence du stress dans le démarrage, ou plutôt dans le non-démarrage, d'une grossesse. Donc c'est comme si on créait un problème, alors que si ça se trouve, il n'existait même pas à la base.
Mais je prendrai le temps de faire une vidéo dédiée là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Dans les autres complications, on va retrouver des kystes qui vont se créer à force qu'il y ait dépôt de cellules provenant de l'endomètre en dehors de l'utérus. Les adhérences qui sont les points de colle dont on a parlé qui vont se créer dans le ventre à force qu'il y ait saignement. Et enfin, les douleurs qui peuvent devenir chroniques. L'endométriose est une maladie douloureuse mais qui reste bénigne. Néanmoins, il existe un léger surrisque de cancer ovarien chez les femmes ménopausées qui ont un kyste endométriosique qui ne s'est pas résorbé avec la ménopause. Mais il faut savoir que le risque de cancer des ovaires de base est très faible et que en général, ces kystes ils disparaissent avec la chute du taux d'œstrogène au moment de la ménopause. Donc un suivi médical peut être important, mais il ne faut pas non plus s'alarmer inutilement. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle on parlera des causes connues de l'endométriose, mais aussi des traitements disponibles. Alors abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir la notification quand la deuxième partie de la vidéo sera en ligne. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.